Bonjour, je me présente, Muina Ogboye-Vazieux. Déjà dans un premier temps, merci de nous avoir conviés à ce séminaire afin d'avoir l'occasion de pouvoir un peu échanger sur comment le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, on s'est approprié ce sujet, la ville productive, et comment est-ce qu'on localement, à l'échelle du territoire, on met en œuvre le dispositif territoire d'industrie. Je me présente très rapidement pour vous dire un peu ce que je fais au sein du territoire. J'ai deux casquettes, chef de mission immobilier productif, ainsi que chef de projet territoire d'industrie au sein du pôle développement économique et emploi du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Sur le sujet de l'immobilier productif, l'objet de mes missions, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir des locaux d'activité de l'immobilier productif à coût modéré en milieu urbain dense. Ça induit toutes les questions sur les montages innovants, toutes les questions sur les formes urbaines, et aussi, pour nous, ce qui est aussi important, la question de la définition de ce qu'on entend par aujourd'hui l'activité industrielle, l'activité productive. Ça, c'est un sujet aussi qu'on travaille en lien avec monsieur Gilles Cragg, qui nous accompagne sur ce sujet. Et après, j'ai aussi ma casquette territoire d'industrie, en charge de maintenant. Il y a eu la phase de définition, de plan d'action, de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on est dans la phase de mise en œuvre, ce qui n'est pas chose aisée, même si je vous montrerai, mais il y a quelques premières réussites, premiers succès. Mais il faut avancer. Déjà, au début, j'ai souhaité un peu vous poser le cadre de ce que représente le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Peut-être que tout le monde ne sait pas, qu'est-ce que le territoire. On est un des 12 établissements, établissements publics territorial, et ça représente 24 communes, 700 000 habitants. Comme vous le voyez derrière moi, on va des portes de Paris au sud, avec aussi bien les communes d'Ivry, Vitry, Arcueil, jusqu'au sud, au sud de la plateforme aéroportuaire avec Viry-Châtillon. En fait, on est sur 2 départements, le Val-de-Marne et le 91, l'Essonne. Le territoire, c'est 700 000 habitants, 50 000 établissements, c'est 285 000 emplois. On est le deuxième territoire après, en matière économique, après Paris, La Défense. C'est aussi, on a de nombreux atouts. Il y a des grands équipements métropolitains et régionaux présents sur le territoire. Bien évidemment, l'aéroport d'Orly, avec plus de 33 millions de passagers, le mine de Rungis, de nombreux ports urbains, et aussi un territoire très bien desservi en termes d'axes routiers, en termes ferroviaires, et bien évidemment grâce à la Seine. C'est vrai, tout cela fait que c'est un territoire attractif actuellement pour pouvoir attirer des activités industrielles, productives, sachant que nombreux, bien sûr, transports en commun, et après, avec d'ici 2025-2030, de nombreuses gares du Grand Paris qui vont arriver, qui vont renforcer d'autant plus cette attractivité, mais je vous le montrerai un peu plus tard, mais qui induisent aussi des conflits entre développement, maintien de la vocation productive du territoire, et développement de logements qui va avec, de l'offre tertiaire. Il y a une forte concurrence. Tout l'enjeu, de ma mission, c'est dans ce contexte de pression foncière d'arriver quand même à maintenir la vocation productive du territoire. De grands acteurs économiques qui sont présents sur le territoire. On a un territoire avec une histoire industrielle forte, mais même si on a connu, comme d'autres territoires, l'ère des industrialisations,
mais encore de nombreuses entreprises sont présentes. Donc je vais pas toutes les citer, mais c'est juste pour vous montrer en fait la diversité de ces dernières. On a aussi bien évidemment avec l'aéroport ADP, Semaris qui est le gestionnaire du marché, mais aussi bien Air France Industrie. Donc ça c'est un pan d'Air France qui est moins connu, mais sur la réparation des moteurs d'avion, Sanofi, Air Liquide, Thales, et aussi bien après encore des usines. Il y a l'usine Renault de Choisy qui fait de la réparation, la rénovation de pièces automobiles, de moteurs, mais aussi d'autres pépites qui sont moins connues, qui de type Renault Sport Racing, qui est sur le territoire, sur Viry-Châtillon. Donc ça montre bien la diversité des entreprises, et aussi des entreprises de pointe de type Optique Fichou qui font un peu de l'optique de précision pour tout le secteur aéronautique, armement. Donc voilà. Donc, comme je disais, donc territoire industriel, et pour nous c'est vraiment un enjeu de pouvoir actuellement maintenir cette vocation productive industrielle du territoire, mais en élargissant en fait le spectre de ce qu'on entend actuellement, de ce qu'entend on va dire l'INSEE en termes d'activité industrielle, où voilà, dans l'INSEE c'est vraiment industrie manufacturière, extractive. Nous on n'est pas uniquement dans cette logique, on est vraiment dans toute la chaîne de valeur de la production. Donc ça veut dire aussi bien de la phase amont, ingénierie, recherche, développement, jusqu'au prototypage, la production, mais on intègre aussi tout ce qui est lié en fait à la logistique durable, donc c'est vraiment ça, l'acheminement jusqu'au client final, mais aussi pour nous tout ce qui est lié au réemploi, aux activités de réemploi, l'économie circulaire. Donc pour nous voilà toutes ces activités toutes ces entreprises qui ont des activités dans ces différents champs briques de la chaîne de valeur, pour nous entrent vraiment dans dans ce qu'on entend par activité productive. Donc il faut vraiment et pour nous ces nouvelles activités qui sont liées au développement de l'industrie 4.0 avec tout ce que tout le monde sait actuellement. L'imbrication de plus en plus importante entre industrie, services, numérique fait que ces nouvelles entreprises, elles ont ça génère des nouveaux besoins en immobilier. Des immobiliers beaucoup plus mixtes, beaucoup plus hybrides, compacts, et qui sont donc plus en capacité de venir s'intégrer dans les milieux en zone urbaine dense. Donc voilà un peu pour poser les choses sur nous, comment est-ce qu'on une vision en tout cas à l'échelle du territoire de ce qu'on entend par activité industrielle et productive. Donc c'est vraiment une industrie qu'on souhaite beaucoup plus écologique, compacte, hybride. Pour poser un peu les chiffres, aujourd'hui le territoire productif et industriel du Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est 1800 établissements dans l'industrie, si on reste sur la définition stricto sensu de l'INSEE. Mais nous, on a commencé en fait à l'échelle du territoire parce qu'on s'est rendu compte que ce chiffre de 1900 établissements, ça reflétait pas en fait la réalité des activités présentes sur le territoire. Voilà, toute cette chaîne de valeur dont je vous ai parlé. Donc, on a commencé un peu à analyser, nous, les chiffres au vu de nos bases de données. Et donc, si on voulait être plus juste, actuellement, on est plus en fait sur près de 20 000 établissements qui rentrent dans le champ productif. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est par 10. Donc, ça montre bien que le territoire est encore aujourd'hui un pôle productif et a encore cette vocation. En termes, et donc, on a voulu travailler, pouvoir affiner tous ces chiffres en lien avec Monsieur Krag. En termes d'emploi, si on en reste sur les chiffres de l'INSEE, on a environ, ça c'est les chiffres 2016, mais on a 17 000 emplois industriels. Et donc si on ouvre le champ vraiment productif, on est à plus de 50 000 emplois. Donc ça montre bien la réalité, le vrai poids de tout du productif sur le territoire. Et autre spécificité du Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est contrairement aux chiffres au niveau de la métropole du Grand Paris, on a un taux d'actifs ouvriers qui est encore très significatif.
avec près de 60 000 actifs ouvriers, ce qui représente 17%, alors qu'à l'échelle de la métropole, on a 12%. Donc il y a vraiment un enjeu fort de pouvoir garder cette diversité des profils au sein du territoire. Autre élément, on va dire, de contexte qui vous permet bien de comprendre le territoire, c'est qu'actuellement, il y a aussi un vivier très important d'acteurs de l'innovation présents. On a de nombreux clusters, réseaux d'acteurs qui interviennent plus ou moins dans le champ du productif. On a des clusters de type matériaux-pôles qui sont dans les procédés liés aux matériaux, le cluster au milieu sol. Il y a aussi beaucoup les problématiques de pollution de sol, les opérations d'aménagement, tous ces sujets-là. La grappe d'entreprise défi mécatronique, donc le lien électronique, mécanique, qui est vraiment pour beaucoup d'entreprises un enjeu de tendre il y a un fort développement. Campus urbain, bien évidemment aussi Cancer Campus. À cela aussi s'ajoutent des pôles de compétitivité qui ont un rayonnement national, Médicène, mais qui rayonnent au sein de nos territoires. Médicène, Elastopol, Systématique, Cap Digital. Et un autre chiffre intéressant à faire ressortir, c'est qu'à l'échelle du territoire, on a plus de 130 formations qui sont liées, qui sont tournées, orientées vers les activités productives, champs industriels. Donc ça montre bien qu'on a un écosystème, un pôle de compétences, j'allais dire, qui est important et sur lequel nous, sur l'échelle du territoire, on souhaite s'appuyer. Et c'est pour ça que dans le cadre de territoire d'industrie, il y a une des fiches actions qui porte sur la mise en réseau des campus, des différents campus de formation du territoire. En termes donc là, je vous ai un peu posé le contexte, les grandes briques, les grands acteurs. En ce qui concerne aujourd'hui maintenant les enjeux en fait auxquels est confronté le territoire et auxquels il doit faire face pour arriver à maintenir cette vocation productive et industrielle dans un contexte urbain dense, c'est toute la problématique. Et c'est vrai que c'est pas chose aisée, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a la concurrence avec d'autres, on va dire, d'autres actifs immobiliers qui sont beaucoup plus rentables et qui seraient peut-être beaucoup plus simples à arriver à faire sortir sur le territoire, type logement, services, le tertiaire. Car actuellement, on a un territoire en mutation, 10 gares du Grand Paris qui vont arriver, de grands bouleversements aussi en termes urbains vont arriver. On a plus de 5 millions de mètres carrés qui vont sortir de terre à l'horizon 2030, de nombreux projets, ZAC, opérations d'aménagement, mais aussi de nombreux projets de renouvellement urbain dans les quartiers politiques de la ville. Et au sein de ces 5 millions de mètres carrés qui vont sortir de terre, plus de 2,7 millions sont dédiés à la programmation économique. Donc c'est vraiment très significatif. Et sur ce volume de 2,7 millions, on a une part quand même qui est importante d'immobilier vraiment dédié à l'accueil d'activités productives industrielles, 700 000 mètres carrés. Donc actuellement, elles sont programmées, donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à les faire sortir de terre. Donc c'est déjà bien d'être arrivé à les avoir intégrés dans les différents programmes d'opération, parce que ça aussi, c'est pas chose aisée. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi Grand Orly Seine-Bièvre, ce positionnement en ville productive, alors qu'avec l'arrivée à Grand Paris, ce serait beaucoup plus simple de faire du tertiaire, des pôles tertiaires Paris, un peu à l'image de ce qu'a pu faire d'autres territoires sur, on va dire dans le nord parisien, qui ont fait ce choix. C'est vrai que pour nous, les activités productives, c'est vraiment des entreprises pourvoyeuses d'emplois diversifiés
qui répondent, qui peuvent répondre à une partie des besoins, des qualifications des populations, et notamment des quartiers politiques de la ville. On est vraiment dans cette logique de retour aux populations, de pouvoir, voilà, de développement de l'activité productive, c'est de l'emploi pour les populations du territoire. C'est vraiment, comme je disais au début, d'avoir une diversité d'activités économiques, c'est aussi une diversité des emplois, et pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre. Il y a ces enjeux-là. Il y a aussi, après, l'enjeu, c'est de répondre à une besoin du territoire. À l'échelle du territoire, on a de nombreuses demandes en locaux d'activité qui ne peut être satisfaite. Qui ne peut être satisfaite parce qu'actuellement, l'offre disponible sur le territoire, on a 34 000 m² de locaux, alors que la demande, elle est de plus de 300 000 m². Voilà. Donc il y a 300 000 m² de locaux qui correspondent en fait à des porteurs de projets qui viennent nous voir pour dire on a besoin d'un local d'activité sur le territoire du Grand Orly-Seine-Bienne. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir répondre à cette demande. Pardon. Et à mettre aussi ça en parallèle avec les besoins à l'échelle, parce que c'est pas spécifique, on va dire, au Grand Orly-Seine-Bienne. Ça, ce besoin locaux d'activité, c'est vraiment à l'échelle régionale. Il y avait une étude qui est sortie de la CCI par Île-de-France en 2018 qui mettait en exergue qu'à l'horizon 2030, il y aurait un besoin d'1,5 à 1,9 million de mètres carrés par an de besoins fonciers pour répondre aux besoins des entreprises industrielles et productives. Et c'est vrai que le territoire de Grand Orly-Seine-Bièvre est un des territoires stratégiques pour l'accueil de ces entreprises, du fait de nos atouts en termes d'accessibilité que j'ai pu vous dire précédemment, et de cet écosystème d'acteurs d'innovation. Parce que c'est vrai qu'avec le développement de l'industrie 4.0, on voit que les besoins aussi des industriels changent. C'est vraiment un besoin de retour vers les centres urbains pour être plus proche des donneurs d'ordre, plus proche des acteurs de l'innovation, mais aussi d'être plus proche des pôles de transport, des pôles d'aménité, pour pouvoir attirer des salariés, des salariés de plus en plus qualifiés. Parce que avec tout le développement du numérique, le secteur des activités industrielles et productives a besoin d'emplois de plus en plus qualifiés. Or, ces emplois sont aussi... il y a aussi la concurrence des entreprises, on va dire, de services tertiaires, numériques. Donc voilà, donc pour pouvoir attirer ces talents, il faut aussi être dans les centres urbains et plus uniquement, on va dire, dans le périurbain. Faut une offre qui réponde aux besoins de ces derniers. Donc c'est vrai que pour faire tout cela, il faut vraiment, on est obligé d'innover en fin de compte. Aussi bien innover sur les formes urbaines, parce que en milieu urbain dense, au vu du coût du foncier qui est très cher, on ne peut plus rester dans des logiques locaux d'activité classiques, parcs d'activité, ou en rez-de-chaussée ou en galette. Le coût du foncier est tellement cher qu'on est obligé de... les parcelles sont contraintes, donc on est obligé de monter pour trouver un équilibre financier dans le cas d'opérations d'aménagement, parce que c'est vrai que nous, sur le territoire, le territoire est pratiquement que maillé de ZAC, donc il y a souvent cette problématique d'équilibre financier. Donc innover sur les formes urbaines, mais aussi innover en termes de montage. En termes de montage, parce que actuellement, les locaux d'activité, on va dire qu'il y a une réticence des investisseurs à se positionner sur ce type d'actif qui est un peu connu, ou en tout cas, ils ont l'impression que pour eux, les TPE, PME, c'est des actifs, elles sont un peu sujettes à la conjoncture économique. Donc, pour commercialiser leurs locaux, c'est beaucoup moins simple. Il y a du turnover, du coup, il y a des frais de gestion en plus. Donc, c'est un peu obscur. Et en plus, il y a la connaissance du marché, il y a une faible connaissance du marché des acteurs classiques de l'immobilier. Donc, c'est vrai que nous, il y a un vrai travail pédagogique à faire auprès de ces derniers.
Et après, autre sujet, pourquoi le maintien de la vocation productive industrielle? Pour nous, il y a aussi un enjeu environnemental, voilà, écologique, parce que voilà, le maintien de ces activités industrielles productives, c'est aussi réduire l'empreinte carbone, c'est voilà, c'est vision globale, c'est la baisse, c'est réduire les importations, c'est le rapprochement domicile-travail, donc en voiture, donc voilà, toute cette logique qui entre en ligne de compte pour nous. On n'oppose pas développement durable et industrie. Enfin, les deux sont compatibles et il faut juste trouver les nouvelles formes et les montages. Donc en ce moment, il y a un peu un changement, un peu de, je dirais, de paradigme. On revient sur une approche vraiment de logique endogène. On souhaite s'appuyer sur l'écosystème des acteurs des acteurs présents pour, pour créer de la valeur, pour créer de la compétence. Donc il y a les entreprises, mais il y a aussi le vivier des écoles présentes, des formations. Donc il y a vraiment tout cet enjeu. Et donc aujourd'hui, il y a la question, bon, vous l'avez compris, hein, pour nous à l'échelle du territoire, l'enjeu du foncier est vraiment primordial, mais il y a aussi la question de la formation qui est au cœur de nos préoccupations. Et c'est vrai que dans le territoire d'industrie, il y a un volet assez conséquent lié à l'emploi, à la formation et la formation. Vous pouvez me couper s'il y a des questions. Voilà. Tous ces enjeux se retrouvent dans le manifeste pour un territoire industriel et productif, en fait, qui est, on va dire, un document qui a été co-construit avec les acteurs du territoire et qui pose ces principes que je vous ai évoqués, c'est-à-dire que le territoire ne peut se construire sans activité productive et industrielle, et que c'est une source de richesse, d'emploi, de création de valeur. Et donc, il y a un fort enjeu en termes de mixité économique à avoir sur le territoire. Donc, ce document qui actuellement mobilise plus d'une cinquantaine d'acteurs en fait qui sont signataires de ce manifeste. Donc c'est aussi bien des entreprises industrielles, TPE, PME que des grands groupes, que des aménageurs, que des promoteurs, que des investisseurs, que des grands, enfin des acteurs institutionnels, Banque des territoires, Banque des territoires, chambres consulaires et autres associations économiques. Et là, pour exemple, hier après-midi, il y a eu la signature Renault Sport Racing et l'usine de Renault qui sont les derniers signataires de ce signataire. Donc en fait, ce manifeste, en fait, il pose des engagements, c'est un peu notre cadre d'intervention et il illustre qu'il est nécessaire de devoir intervenir sur différents leviers pour arriver à maintenir la vocation productive des territoires, pour arriver à sortir des locaux d'activité, pour arriver à offrir de l'emploi, développer de l'emploi industriel sur le territoire. Donc plusieurs champs d'intervention en fait sont inscrits dans ce manifeste au niveau réglementaire, de devoir intervenir au niveau réglementaire en préservant du foncier dédié spécifiquement à l'accueil d'activités économiques, productives. Voilà, en mobilisant l'ensemble des leviers nécessaires, que ce soit réglementation au niveau des PLU, avec la sanctuarisation de zones économiques, la mise en place d'OAP. Aussi, qu'il y a aussi un travail à faire avec les aménageurs au niveau de la programmation de toutes nos zones d'aménagement, pour qu'il y ait un volet qu'au sein du volet économique qu'il y a lorsque cela s'y prête et que c'est adapté au contexte du site, le développement d'activités d'immobilier productif, mais sous différentes formes. Ça peut être aussi bien l'immobilier dense, hybride, que du rez-de-chaussée actif. Il y a la question aussi au sein du manifeste de l'accompagnement des entreprises, parce que comme je l'ai dit, il y a près de 5 millions de mètres carrés qui vont sortir de terre, et donc ça se fait sur du tissu déjà existant. Donc il y a des entreprises qui sont présentes et qui sont impactées par ces opérations d'aménagement. Donc le territoire a mis en place une MODU
un dispositif maîtrise d'œuvre de développement urbain et économique, et on accompagne en fait les entreprises à leur relocalisation sur le territoire. Donc c'est un travail aussi bien pour revoir leur process, peut-être pour parce que pour certaines elles sont là depuis des dizaines d'années, même plus, sur des fonciers un peu lâches. Et en fait, on pourrait optimiser leur occupation, leur process pour pouvoir réduire leur activité et les faire monter sur plusieurs niveaux. Il y a aussi tout l'enjeu, comme j'ai dit, de la formation et de l'emploi. C'est un des engagements forts de ce manifeste. Donc, comment redorer l'image de l'industrie. La question aussi du développement de partenariats innovants avec les acteurs privés, j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, nous on travaille avec les acteurs privés, pour arriver à inventer de nouveaux montages innovants pour faciliter, faire levier pour sortir des immobiliers productifs. Donc, à titre d'exemple, tout à l'heure, je parlais de la réticence des investisseurs privés à venir se positionner sur des actifs de type locaux d'activité. Donc, on travaille actuellement à pouvoir mettre en place un dispositif de garantie locative à destination des investisseurs. Donc comment ça se traduirait concrètement? C'est pendant la phase de première phase, on va dire, pendant la phase de commercialisation, on garantirait à l'investisseur des loyers s'il n'arrivait pas à trouver dans les 18 premiers mois des occupants. En fait, l'objectif de cette garantie, c'est qu'actuellement, comme les investisseurs n'arrivent pas à se positionner sur ce type d'actifs, ou en tout cas quand ils le font, ils disent non, d'accord, on y va, mais on souhaite pouvoir pré-commercialiser à 70% avant de sortir, avant de permettre la sortie de cet immobilier. Mais en fin de compte, le tissu actuel du territoire, c'est beaucoup des TPE, PME, donc elles sont pas en capacité de se projeter à 1 an et demi, 2 ans en avant et de se positionner. Elles ont besoin de voir l'immobilier sorti de terre, voilà, avant de pouvoir s'engager. Et donc ce dispositif permettrait de sortir l'immobilier en blanc. Et voilà, ce qui est garanti, c'est voilà, le temps d'arriver à trouver des occupants. L'entité qui porterait ce dispositif d'assurance, en fait c'est une assurance, c'est un dispositif assurantiel contre la perte de loyer. Donc c'est juste faire un peu effet levier pour permettre la sortie d'opération, mais sachant que nous le but c'est que cette assurance n'est pas à se déclencher, car on sait qu'il y a un vivier d'entreprises qui sont à la recherche de locaux d'activité. Donc là, actuellement, on est en train de réfléchir à comment on peut mettre en place ce dispositif, sachant qu'il y a des blocages, hein, et il faut le dire, parce que du fait des compétences de l'EPT, on a la compétence en tête d'aide à l'immobilier d'entreprise, mais actuellement, ce type de dispositif n'entre pas dans ce cadre-là, car c'est de l'aide directe à un acteur privé. Donc on réfléchit via le territoire d'industrie, notamment le droit à l'expérimentation, pour pouvoir déroger à ce blocage en termes de compétences, pour pouvoir mettre en place ce dispositif et on a un premier site d'expérimentation qu'on a déjà identifié, on pourrait le mettre en œuvre. Donc c'est de montrer par l'exemple que c'est faisable. Ça, c'est un peu un exemple d'action qu'on peut mettre en œuvre et qui est aussi possible grâce à la mobilisation des acteurs qui sont signataires du manifeste. On a pu mettre en place ce type de partenariat. Autre aussi sujet, autre sujet, action qu'on mène dans le cadre du manifeste. Sur la question des formes urbaines, ce que je disais tout à l'heure, c'est maintenant on se rend compte qu'en milieu urbain dense, on est obligé d'innover, de jouer sur la verticalité. Donc à l'échelle du territoire, on va engager une sorte de lancement, on a une démarche de travail partenarial avec des architectes. On va lancer un AMI sur les formes urbaines pour de l'immobilier productif, un peu les faire phosphorer, travailler sur, dites-nous ce qui est faisable en termes d'immobilier dense, innovant, hybride, qui s'adapte
Après, il y a toujours, en termes d'actions menées qui rentrent dans le cadre du manifeste, comme je dis, c'est un peu notre cadre d'intervention. Parce qu'on sait que le territoire dans les Alpes-Muyèvres, on n'est pas les seuls confrontés à la question de comment est-ce qu'on arrive à maintenir des locaux d'activité, des TPE productives sur nos territoires. Donc on a mené un travail interterritoire avec d'autres territoires de la métropole. On a été à l'initiative de la création d'un atelier immobilier productif, surtout à l'échelle des villes du croissant Est, en lien avec l'Arc de l'innovation. Et là, actuellement, avec la ville de Paris, Pleine Commune, Est Ensemble et Grand Paris Sud-Est Avenir, on a lancé une étude pour pouvoir élaborer, aboutir à la création d'un guide, d'un livre blanc, bonnes pratiques sur les montages, pour arriver à faire sortir de l'immobilier productif en milieu urbain dense. Donc ça, c'est aussi voilà un élément important, et pour nous, c'est ce guide aura vocation à être une boîte à outils à destination des territoires, des aménageurs et de l'ensemble des collectivités pour nous aider à pouvoir sortir et produire des locaux d'activité, quel que soit le contexte. On va dire qu'on soit en ZAC ou qu'on soit dans le diffus. Donc il y a voilà tout ce travail partenarial qu'on mène, notamment avec les aménageurs. À titre exemple, Grand Paris Aménagement. Voilà, on travaille aussi sur cette question de l'industrie et de la logistique pour pouvoir avoir une vision un peu partagée des enjeux et ainsi faciliter l'intégration de ces programmes au sein des opérations d'aménagement. Donc vous voyez un peu ces exemples d'action brossent un peu la diversité des leviers qui pour nous sont indispensables pour arriver à maintenir la vocation productive des territoires métropolitains. Donc c'est l'ensemble de ces actions qui de ces actions et de ce travail un peu partenarial qui ont permis la reconnaissance du territoire en tant que territoire d'industrie, et ce qui a fait qu'on a aussi été territoire d'industrie pilote à l'échelle de l'Île-de-France au démarrage du lancement de ce dispositif national. Donc je vais pas rappeler ce qu'est territoire d'industrie, hein, tout le monde le sait. Donc pour nous, territoire, le fait d'avoir été désigné territoire d'industrie, ça a vraiment été l'occasion de permettre de monter en puissance, en fait, de toutes les actions qu'on avait, qui étaient déjà en cours, et de pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets des entreprises industrielles du territoire. Actuellement, territoire d'industrie, à l'échelle du territoire, il y a un binôme, voilà, qui est élu industriel. Donc c'est Patrice Ziguet, notre vice-président en charge d'immobilier productif, l'immobilier d'entreprise et des activités productives, ainsi que monsieur Aurélien Gomez d'Air France Industrie, voilà, qui à l'échelle de notre territoire pilote et anime le dispositif. C'est je pose un peu les chiffres, hein, c'est plus d'une 60aine de fiches actions qui sont remontées. Donc il y a une très forte mobilisation de nos acteurs. C'est vrai que le manifeste nous a beaucoup aidés, parce que c'était déjà un collectif réuni autour qui partageait les mêmes enjeux, j'allais dire les mêmes valeurs et voilà. Donc c'est vrai que ça a facilité les choses, parce qu'au début on a été désigné territoire d'industrie, c'était quand c'était en novembre 2018, c'était fin novembre 2018, et il fallait que 3-4 mois après il y ait un protocole de signer. Donc c'était vraiment c'était dense. Mais c'est vrai que le manifeste a permis d'accélérer. Enfin, il y avait déjà la mobilisation des acteurs. Donc une 60aine de fiches actions, une 20aine d'acteurs, de porteurs de projets, on va dire, aussi bien diversifiés, aussi bien des aménageurs, des chambres consulaires, des clusters, et bien évidemment beaucoup d'entreprises, aussi bien TPE que PME. Et à l'image du manifeste, en fait, nos actions, c'est vraiment rassemble en fait l'ensemble des leviers nécessaires pour favoriser et accélérer le développement industriel. Donc pour être je vais pas être trop long, mais il y a aussi bien des projets d'investissement
d'acteurs type Air France Industrie, aussi bien des projets d'innovation portés par des TPE, PME dans différents secteurs. Mais je vais peut-être parler, il y a aussi une action qui au niveau du territoire des Échères, c'est la mise en place d'une GPECT, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà, qui est un outil important pour avoir pour adapter les besoins en formation aux besoins des industriels et voilà anticiper tout cela. Et de cela aussi découle, là il va y avoir très prochainement le lancement de la vitrine des emplois. Et la vitrine des emplois, c'est, si vous voulez, un peu une plateforme qui donnera à voir ce que sont les emplois industriels aujourd'hui. Donc il pourra aussi bien avoir des petites vidéos qui montrent voilà, un métier, mais ce sera aussi un agrégateur de l'ensemble des offres d'emploi industriels qui existent sur le territoire. Tout ça, c'est toujours dans cette logique de pouvoir redonner de la visibilité, de la lisibilité et redorer l'image des emplois industriels. Après, sur ce plan d'action, il y a aussi tous des projets d'accélérateurs, d'incubateurs, de plateformes technologiques portées par des écoles, des clusters. Mais il y a aussi tout le travail lié au marketing territorial, des actions liées à l'accompagnement des entreprises, à la digitalisation. Ça, c'est un travail qui va être lancé aussi avec la CCI, des projets de structuration de d'un club des entreprises industrielles à l'échelle du territoire. Et il y a un gros quand même sujet aussi, c'est la question des actions liées à la sortie de foncier productif, à arriver à sortir nos opérations d'immobilier productif. Donc parce que voilà, il y a tout, on est confronté à cette problématique de charges foncières, de déséquilibre des opérations, et des fois il y a un blocage. Voilà, on rencontre un blocage financier. Donc c'est vrai que pour nous, territoire d'industrie, c'est aussi l'occasion d'échanger avec l'ensemble des acteurs, aussi bien région, l'État, sur comment est-ce qu'ils pouvaient nous accompagner. Parce qu'on dit que voilà, que la ville productive, le développement industriel, c'est un enjeu, mais quotidiennement, enfin que ce soit nos managers, les promoteurs, voilà, à un moment on est bloqué. Et donc, on a besoin de réponses. Et ces réponses sont notamment, des fois, des réponses financières. Voilà. Donc, il y a aussi tout cet enjeu-là qui figure dans nos fiches actions. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre, voilà, c'est fait un peu en 2 temps à l'échelle du territoire. Il y a eu la phase, au début, il y avait une phase d'expérimentation où il y avait un pilotage vraiment très fort de la délégation au territoire d'industrie, qui a abouti, nous, après, à terme, à la signature d'un protocole en fin mars 2019. Et là, maintenant, depuis l'été 2019, il y a eu le pilotage par la région qui a repris, voilà, parce que c'est dans ce dispositif, après, est piloté au niveau des régions. Donc, nous, à l'échelle, l'EPT, ce pilotage se fait au niveau du bassin d'emploi. Mais on va dire qu'il y a eu un décalage. Parce que comme on est parti un peu avant, il y a d'autres territoires d'industrie à l'échelle de l'Île-de-France, il y en a 9. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu, voilà, on a un peu été, j'allais dire, ralenti, ce qui était normal. La région de France a besoin d'avoir la vision globale du plan d'action des autres territoires, sachant qu'en plus elle avait aussi mis en place il y avait sa stratégie Smart Industrie. Donc il y avait des méthodologies de travail à trouver, et c'est ce qu'on essaye de trouver et qui commence petit à petit. On voit des pistes un peu se dessiner, parce que pour nous l'enjeu c'est vraiment d'arriver à mettre en œuvre l'ensemble du plan d'action et pas uniquement 2-3 projets au sein de notre fiche action. Donc aujourd'hui, donc les 2 problématiques qui se posent, c'est la question des financements. En fait, le problème de territoire d'industrie, c'est qu'il n'y a pas de financement en fait dédié. C'est vraiment de la mobilisation du droit commun. Donc c'est vrai que sur certains sujets, ça suffit pas, parce qu'il y a des vrais blocages de fonds. Et voilà, donc si on n'est pas arrivé à trouver avant, la mobilisation de territoire d'industrie n'apporte pas forcément de nouvelles
de solutions. Donc c'est savoir comment est-ce qu'on peut sortir de ce cadre des droits communs, voilà, pour trouver des financements à mobiliser pour débloquer certaines situations. Et aussi c'est même, enfin là je vais dire quelque chose, mais on commence à trouver des solutions. Au démarrage, ça a été très dur d'arriver à pouvoir trouver les bons interlocuteurs. Au niveau État, pour pouvoir parler de sujets de fond, la question des charges foncières, la question de la maîtrise de la vocation productive. Donc, au début, on avait eu un peu de mal à trouver les bons interlocuteurs, même si maintenant, on commence à trouver des pistes de solutions, car voilà, à titre d'exemple, on va bientôt voir la préfecture de région ainsi que la région Île-de-France pour pouvoir engager un travail sur le foncier industriel. On a le territoire, en fin de compte, on a été à l'initiative parce que il y a eu cette prise en main du dispositif par la région Île-de-France, mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce que faisaient les autres territoires d'industrie d'Île-de-France. Donc on a un peu été à l'initiative qu'on puisse se rencontrer tous ensemble. Donc on s'est rencontrés tous ensemble pour pouvoir un peu échanger sur est-ce qu'on avait les mêmes problématiques, tout ça. Et de là est partie l'idée de vouloir créer un groupe de travail foncier, industriel, mais spécifique en fait à la région Île-de-France. Parce qu'actuellement, la DCF et CGET a fait un groupe de travail, elle était sur la question des friches industrielles, mais on se rendait compte certains sujets, l'Île-de-France est un peu particulière, donc voilà, il y avait certains sujets qu'on ne pouvait pas forcément aborder dans ce groupe de travail. Donc là, le but, c'est de vraiment pouvoir échanger sur nos problématiques foncières à l'échelle des territoires d'industrie d'Île-de-France. Et donc là, il y a une première rencontre avec la préfecture de région et la région qui va avoir lieu pour pouvoir vraiment avoir un lieu pour échanger et arriver à trouver des solutions pour débloquer nos problèmes. Mais voilà, je vous brosse un peu les blocages qu'on a eus, mais néanmoins, je tiens quand même à dire qu'il y a eu des premiers succès. Voilà, Territoire d'industrie nous a aussi aidé à avoir plus de visibilité, voilà, aussi bien à l'échelle régionale que nationale, et on est quand même arrivé à avoir des premiers succès. On a eu des cofinancements d'études par la Banque des Territoires. Il y a d'autres sujets aussi de cofinancement d'études qui sont sur la table. Le PT, on a été lauréat de l'appel à projet de la région sur le PRIC. Qui va nous aider donc ça fait des financements pour nous aider à mettre en œuvre la démarche de GPECT. On a aussi eu la Direct, où il y a aussi eu un soutien financier, voilà, toujours pour ce même dispositif. Donc c'est quand même il y a quand même eu des avancées, des réussites. Et aussi avec la CCI du Val-de-Marne, il y a un travail là, qui va être engagé, des études qui vont être engagées pour la création d'un club des entreprises, pour l'organisation d'ateliers à destination des TPE, PME pour les accompagner dans la digitalisation. Voilà. Et d'autres projets en plus qui étaient labellisés territoire d'industrie, qui ont été lauréats d'appel à projets de la région. Après, dernier point, après je te passe la je veux juste sur la question ce que je disais au début, développement durable, écologie et industrie, pour dire que pour nous les deux sont pas sont compatibles et qu'il faut pas les opposer. Le territoire, on a été lauréat de l'appel à projet CTE, contrat de transition écologique. Donc pour nous, les deux sont vraiment liés. Donc là, sur ces deux, on travaille à une complémentarité, à une cohérence des actions portées par ces deux dispositifs, sachant que le CTE, on a beaucoup un axe sur tout ce qui est lié au développement de projets liés à la production d'énergie renouvelable et à la promotion de transport et de la mobilité durable. Et c'est vrai que les sites industriels qui sont sur le territoire, je dis qu'on a un territoire en mutation, pour nous, c'est vraiment des sites où on a l'occasion de pouvoir expérimenter des projets écologiques innovants. Voilà. Et sur cette cohérence CTE, territoire d'industrie, donc CTE, il y a un contrat vraiment qui va être signé. Territoire d'industrie, il y a eu le choix à l'échelle de la région Île-de-France de ne pas faire de contrat.
C'est vrai que pour nous, voilà, on a trouvé ça dommage parce on est allé jusqu'au protocole et le contrat devait pouvoir formaliser des engagements. Mais après, voilà, il y a eu un autre choix. Mais à travers les bassins d'emploi, on va arriver à avancer. Mais comme il n'y a pas deux contrats, il n'y a pas un contrat TI, enfin territoire d'industrie, il y a un contrat CTE. Là, il y a des réflexions quand même pour pouvoir avoir une gouvernance un peu unifiée de ces dispositifs. C'est moins une question qu'une petite précision. Vous avez bien fait d'insister sur la logique de fléchage qui est induite par ce programme, de concentration de moyens de l'État, des collectivités territoriales, des opérateurs. Je voudrais juste apporter une petite correction. La Banque des Territoires a fait le choix de dédier des crédits spécifiques à ce programme. On n'est pas dans des logiques d'intervention de droit commun, puisque nous avons affiché la mobilisation de 500 millions d'euros en fonds propres pour toute la durée et l'ensemble des territoires d'industrie, bien évidemment, mais on n'est pas dans une logique de simple mobilisation de ce qu'on fait par ailleurs. Donc c'est un point important, et puis vous l'avez dit puisque vous en avez bénéficié, on a aussi, parce que ça nous a semblé être une condition absolument indispensable, choisi de mobiliser une enveloppe d'ingénierie. Et nous disposons de 26 millions d'euros, là aussi, pour l'ensemble des territoires d'industrie. Et si on ne devait que les répartir équitablement sur tout le territoire, on pourrait disposer néanmoins d'une enveloppe assez conséquente pour que on puisse soit aider les territoires qui ont, alors c'est pas le cas du vôtre, mais des difficultés à cerner les enjeux de leur problématique de développement industriel, soit finaliser le montage de projets en apportant en subvention des crédits d'ingénierie. Donc c'était juste les deux petites remarques pour comprendre quel était notre positionnement par rapport à ça. Et c'est vrai que la Banque des Territoires, pour nous, c'est vraiment un acteur très important qu'on sollicite naturellement. Enfin, c'est vrai que maintenant, on est là pour ça. Ouais. Et puis il y a une dernière dimension, c'est que il y a en effet sur les mêmes territoires, et c'est le cas du vôtre, plusieurs programmes territoriaux qui sont présents, CTE, territoire d'industrie, parfois territoire d'innovation, les fonds que l'on opère pour le compte de l'État, ou même Action Cœur de Ville. Donc on est chaque fois opérateur de ces programmes, et ce qu'il est très important de faire, c'est qu'on ne multiplie pas les entrées, qu'on essaie de voir quelles sont les cohérences. Et souvent, en effet, tout ça est assez logique pour les acteurs que sont les collectivités territoriales, de pouvoir utiliser différents leviers au bénéfice d'un projet de territoire qui englobe du développement industriel, de la revitalisation commerciale, une ambition environnementale et éventuellement des projets structurants de grande ambition dans le cadre des projets du pays. Donc là aussi, c'est important de partir de ce qui fait finalement l'originalité de cette démarche de soutien à l'industrie, qui est la démarche territoriale, et de ne pas la développer en faisant abstraction de tout ce qui fait le développement local par ailleurs. Merci pour cette précision. Gilles, si tu veux enchaîner, je te laisse te présenter aussi. Donc, je suis chercheur à l'École des Ponts, dans un laboratoire qui s'appelle le CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Laboratoire fondé par Ignacy Sachs dans les années 70 à l'EHESS, et qui, en réaction contre le Club de Rome, est un laboratoire qui essaye de réfléchir, peut-être même d'inventer des manières de rendre compatible, d'harmoniser le développement économique et l'environnement. Voilà, et moi dans ce laboratoire, je m'intéresse plus particulièrement au territoire et aux villes. Et donc à l'industrie en lien avec les villes et les territoires. Donc alors je vais essayer d'être le plus bref possible. Ce que je vous propose là, je vais me permettre une sorte de mise en perspective de l'expérience pratique du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, à partir d'un travail que je mène avec eux, avec la direction de développement économique, en gros, qui porte autour de la question de comment identifier aujourd'hui l'industrie et la production dans un territoire de ce genre-là. Et donc, d'une certaine manière, l'idée générale de ce travail, c'est que en regardant l'industrie dans ces endroits-là, qui sont des endroits spécifiques,
et ben en fait on est amené à s'interroger sur l'industrie elle-même. D'où le titre de cette présentation, la ville et l'industrie, changer de lunettes. Donc en gros, quand on essaie de regarder l'industrie dans ces milieux urbains denses, l'hypothèse, la thèse, ou peut-être voilà, la proposition que je fais, c'est qu'on est obligé de changer de lunettes. Donc essayer de trouver d'autres lunettes pour caractériser, identifier, repérer ce qu'on appelle aujourd'hui la production et l'industrie. Alors, très brièvement, la première chose que je voulais dire, c'est que voilà, les territoires d'industrie, tels qu'on peut le lire parfois dans des press releases, des communiqués de presse, voilà. Merci. On se dit, voilà, les territoires d'industrie, c'est plutôt en dehors des métropoles. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que il me semble qu'il y a aussi un sujet de l'industrie dans les métropoles. Alors, quelques indices pour étayer cette idée-là. Le premier, c'est tout simple, hein, c'est la région industrielle et la deuxième région industrielle française, hein, avec 460 000 emplois dans l'industrie en Île-de-France. La première, c'est laquelle? C'est Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc il y a de l'industrie en Île-de-France et elle est importante, suffisamment importante pour peut-être qu'on s'y intéresse. Le deuxième indice, je vais citer brièvement un travail d'un économiste spécialiste des milieux ruraux plutôt, qui s'appelle Francis Aubert, qui a fait un article dans une revue qui s'appelle Pour, qui est assez abondamment cité par le rapport du CGET 2018 sur l'industrie. Donc il fait un travail sur la répartition, où se trouve l'industrie, la répartition urbain-rural. Et en fait, quand on regarde, donc quand on décompose le territoire français en pôle urbain, périphérie, périurbain, rural, en dehors des pôles urbains, ben on se rend compte qu'en 2012, 2,3 millions des emplois industriels sur les 3,3 millions qu'il y a en France sont dans les pôles urbains, donc soit plus de 70% du total. Et 65% se trouve, alors 65% de la population, hein, je rappelle, donc en fait il y a plus d'industrie que de population dans ces pôles urbains, et on se rend compte que c'est dans les plus grands pôles urbains qu'il y a le plus d'industrie. Les grands pôles urbains, c'est plus de 10 000 emplois, 60% du total. Donc ça, c'est la première chose. Donc en fait, quand on s'intéresse à l'industrie en France, il faut aussi aller la regarder dans les pôles urbains, et notamment les plus grands pôles urbains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui montre, c'est que, d'une certaine manière, ce qui distingue, en gros, l'urbain et le rural quand on regarde l'industrie, c'est que, en fait, c'est la part relative. En fait, l'industrie est beaucoup plus voyante dans les pôles peu denses. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a peut-être une représentation d'importance de l'industrie dans les territoires ruraux, parce qu'elle est beaucoup plus voyante. Ça ne veut pas dire que quantitativement, à l'échelle du pays, elle est plus importante dans les pôles ruraux. Voilà, donc ça, il me semblait extrêmement de préciser ça. Donc on a peut-être une sorte de biais quand on regarde la répartition géographique de l'industrie. Et donc il faut, moi en tout cas, et c'est ce que montre d'une certaine manière aussi le positionnement stratégique de Grand Orly-Seine-Bièvre, il y a aussi une question industrielle, du développement de l'industrie dans les grandes zones urbaines denses. Voilà. Alors ensuite, j'en arrive à la question que pose d'une certaine manière l'industrie dans les grandes villes. Alors, pour essayer de cadrer cette question, je vous propose de mettre en regard un peu deux choses tout à fait simples. Donc, il y a la stratégie Grand Orly-Seine-Bièvre incarnée par son manifeste pour un territoire industriel et productif. Et en face, on regarde les chiffres et on regarde la part de l'industrie dans le tissu, dans le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Et on compare cette part par rapport à la part de l'industrie codée selon la
nomenclature NAF, hein. Il faut que je précise ça. C'est la manière conventionnelle d'identifier l'industrie aujourd'hui. Quand on regarde le rapport du CGT 2018, CGT 2018, c'est comme ça qu'est identifié l'industrie. Donc quand on prend ces lunettes, on se rend compte que en fait il y a 12% d'industrie en France. Ça c'est données recensement 2016. 12% d'industrie en France, 8% d'industrie en Île-de-France et 6% d'industrie à Grand Orly Seine-Bièvre. Quand on regarde l'évolution de ça entre 2006 et 2016, donc en fait, voilà, c'est quelque part, c'est à Grand Orly Seine-Bièvre où il y a la perte d'effectifs industriels la plus importante. Donc vous voyez un peu le problème. On a une espèce de photographie statistique où on se dit, voilà, l'industrie, ça pèse peu et en plus ça dégringole. Quand on la regarde avec ses lunettes. Et par ailleurs, on a un territoire qui positionne sa stratégie de développement économique sur l'industriel et le productif. Donc on a il me semble, une sorte de dissonance cognitive. Enfin, il y a deux représentations là qui ne sont pas totalement incompatibles. D'ailleurs, il y a sans doute des gens, enfin vous pourrez le dire, peut-être Munas, qui ils disent vous pariez sur l'industriel et le productif, mais moi quand je regarde les chiffres, est-ce que vous avez vraiment raison de faire ça? Et donc, pardon? C'est le chiffre que vous donnez tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc voilà, point d'interrogation. Donc c'est aussi un petit peu pour ça, pour un chercheur, je trouve que c'est une situation extrêmement intéressante. Il y a une dissonance cognitive, donc on n'est pas là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, de mon point de vue, parce que le travail que on a commencé à conduire avec le territoire, c'est d'essayer de changer de lunettes en fait, pour essayer de rapprocher en fait les chiffres et la stratégie et la réalité. Alors, pour faire ça, donc c'est un travail qui est en cours. Là, ce que je vais simplement vous présenter, c'est des données statistiques extrêmement élémentaires simples. Donc, j'ai pris les données du recensement 2006-2016. Hein, on va sur Google, INSEE, c'est téléchargeable. Il n'y a pas besoin de passer devant un comité du secret. C'est des trucs tout simple. Et il n'y a aucun modèle économétrique. Il n'y a que des tableaux croisés. Hein, parce que moi, mes professeurs en sociologie statistique m'ont appris que rien n'est mieux qu'un bon tableau croisé pour donner à voir des choses. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que il me semble que pour aller au-delà de ces lunettes traditionnelles liées à la NAF, donc à la nomenclature d'activité sectorielle, il faut croiser en fait la NAF et la PCS, donc les métiers, pour arriver à lire autrement la réalité du tissu économique. Et donc là, de la même façon, hein, c'est des découpages grossiers. Hein, en fait, c'est des grands secteurs agriculture, industrie, construction, en gros services et emploi public. Par contre, la NAF, la PCS, je l'ai détaillé davantage en 23 sections, et j'ai mené systématiquement une comparaison entre le profil en France, le profil en Île-de-France et le profil de Grand Orly Seine-Bièvre. C'est des comparaisons systématiques. Donc je vous propose de vous donner à voir un certain nombre de résultats de ce travail statistique. Alors, premier résultat, le profil des qualifications de l'industrie. Donc on regarde, donc là on reste dans le secteur industriel NAF, et on regarde quelle est la répartition socio-professionnelle. Et donc là on se rend compte que on sait bien, l'Île-de-France a un profil déformé avec beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup plus de cadres, ça c'est en général. Et en fait là on se rend compte que quand on regarde le profil particulier de Grand Orly Seine-Bièvre, on a un profil qui se rapproche plutôt du profil français, avec moins de cadres et davantage d'ouvriers et de techniciens. Donc là on commence déjà à avoir un premier indice que voilà, le secteur industriel façon NAF à Grand Orly Seine-Bièvre, il se rapproche plutôt du profil français que du profil francilien. Donc plutôt un premier indice, mais vous voyez, il faut descendre au niveau, il faut décomposer l'industrie par qualification. Deuxième petit travail que j'ai fait, c'est j'ai regardé où travaillent les ouvriers. On va dire l'industrie, c'est les ouvriers, d'une certaine manière. En fait, c'est un indicateur des ouvriers. Et là, on regarde en 2006, en 2016, où travaillent les ouvriers. Et là, on a des chiffres, que j'ai trouvé assez
frappant, c'est-à-dire que à Grand-Orly-Seine-Bièvre, en France, il y a à peu près presque la moitié des ouvriers qui travaillent dans le secteur commerce, transport et services divers. Donc on pourrait se dire, en fait, c'est des chauffeurs et la logistique. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pas du tout le cas. En Ile-de-France, ils sont 60% à travailler dans le commerce, transport et services. Et en Grand-Orly-Seine-Bièvre, ils sont encore beaucoup. Ils sont 2 sur 3. Hein. C'est là où les ouvriers sont le plus importants dans ce secteur-là. Donc, regardez simplement l'industrie. En regardant Grand-Orly-Seine-Bièvre, c'est passer à côté de tous ces ouvriers qui sont dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs industriels. Donc là, on a, de mon point de vue, un indice qu'il faut vraiment changer il faut fabriquer d'autres lunettes. L'industrie, ça ne suffit pas. Et ce dont on se rend compte, c'est que, alors si on regarde simplement les effectifs ouvriers dans le secteur industriel, on voit il y a un effondrement entre 2006 et 2016. Hein. Il y a moins un tiers des emplois qui disparaissent d'ouvriers. Moins un quart en France, moins un tiers en Ile-de-France et dans le territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre. Par contre, dans ce secteur commerce, transport, services divers, qui est une espèce de fourre-tout, hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment aller faire des enquêtes dans ce secteur-là, sur la main-d'œuvre ouvrière de ces secteurs-là, qui ne sont pas que des chauffeurs, hein, loin de là. On voit que c'est des effectifs qui résistent plutôt par rapport à ce qui se passe dans le secteur industriel. Ensuite, alors là, je me suis dit, il faut créer une nouvelle catégorie pour identifier, en fait, ces activités qui ont à voir avec le productif et l'industriel. Donc, je me suis dit, j'ai pris la PCS, et dans la PCS, à un degré suffisamment fin, on arrive à distinguer, en gros, les emplois qui relèvent de la sphère administrative et commerciale, des emplois qui relèvent de la sphère technique. Et en fait, des emplois comme ça, vous en avez à tous les niveaux de la hiérarchie salariale. Donc, en gros, vous avez dans le champ des cadres, vous avez les ingénieurs. Dans le champ des professions intermédiaires, vous avez les techniciens et les contremaîtres. Et en bas de la hiérarchie salariale, vous avez les ouvriers plutôt que les employés. Donc, on peut, comme ça, regarder un profil d'emploi technique dans le profil de la manœuvre locale. Et là, on se rend compte que le pourcentage d'emploi public par rapport à l'emploi total hors secteur public, donc privé, d'une certaine manière. En France, c'est 44%, en Ile-de-France, c'est 37%, et à Grand-Orly-Seine-Bièvre, c'est 45%. Donc vous voyez, quand on change ces lunettes, on se dit, les gens qui ont à voir avec la conception, la fabrication, l'entretien de systèmes techniques, de machines, quelque part, eh ben, ils sont quasiment 1 sur 2 qui relève de ce type de métier dans le territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre, et c'est un profil qui ressemble beaucoup plus au profil. Voilà, il y en a même davantage à Grand-Orly-Seine-Bièvre qu'il y en a en moyenne en France. Donc là, il me semble qu'on a un premier indice de, en fait, l'industriel et le productif à Grand-Orly-Seine-Bièvre, ça a à voir avec ce type de métier, ces emplois techniques. Après, ouais, bon. La statistique, ça permet juste de donner un certain nombre d'indices. Ensuite, il faut aller. Tout ça, c'est des pistes potentielles d'approfondissement. Alors, c'est quoi exact? Le code NAF industrie représente mal la réalité industrielle et productive. Voilà, c'est un peu ça le message. Alors, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est ça la perspective. Alors, les emplois techniques, ils sont assez. On peut les regarder en gros dans les entreprises structurées. Mais on peut aussi les regarder au niveau ce que j'ai appelé moi les petits patrons. Donc en gros, c'est les indépendants. Donc là, on regarde quelle est la part des artisans par rapport à l'ensemble des indépendants. En gros, il y a les artisans et les petits commerçants d'une certaine manière. Et on peut regarder la part des artisans dans cet ensemble-là. Et là aussi, on se rend compte que, en fait, il y a une spécificité de Grand-Orly-Seine-Bièvre dans cette catégorie-là d'actifs. Une surreprésentation des artisans par rapport aux petits commerçants, d'une certaine manière. Donc on a là une espèce de cohérence. On sent que là, il me semble, à travers cette ébauche de nouvelle catégorisation de l'emploi, on arrive à saisir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce territoire industriel et productif. Dernière série d'indices.
Un secteur qui moi je trouve extrêmement intéressant, en tout cas pour la période industrielle, parce que c'est pas vraiment vraiment l'industrie, hein, et puis c'est aussi un secteur qui s'adresse plutôt à un marché local et qui est vraiment où il y a beaucoup d'ouvriers. C'est le secteur de la construction. Et là il y a des chiffres moi qui m'ont vraiment surpris quand on regarde l'évolution de l'emploi ouvrier dans ce secteur de la construction. Normalement, le secteur de la construction, en gros, l'ouvrier type du secteur de la construction, c'est l'ouvrier de type artisanal. Donc, en fait, c'est l'ouvrier avec son marteau ou sa truelle. Il s'oppose à l'ouvrier de l'industrie, qui est un opérateur devant une machine. C'est ça, les images, les images différentes des ouvriers qu'il y a dans la nomenclature de professions et les catégories socio-professionnelles. En fait, ce qu'on remarque, c'est que quels sont les ouvriers qui augmentent en France et encore plus à Grand Orly-Seine-Bièvre dans ce secteur de la construction, ce sont les ouvriers de type industriel. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui, dans ce secteur de la construction, une transformation des manières de produire, de fabriquer. Donc, j'ai mis un point d'interrogation, mais il y a une sorte il y a l'industrie qui va vers ou qui se développe à l'intérieur de la construction. Alors, l'industrialisation du secteur de la construction, c'est une vieille lubie. Hein. Moi, je travaille à l'école des ponts, donc on fait la rationalisation de ces secteurs-là, du BTP, etc. C'est des choses qu'on n'arrive pas à faire depuis très très longtemps. Là, on a un indice à travers cette croissance de ces emplois très spécifiques, hein, des ouvriers de type industriel dans le secteur de la construction, il y a quelque chose qui est en train une mutation qui est en train de s'opérer aussi dans ce secteur-là. Pardon, tu les identifies comment? C'est-à-dire entre un soudeur qui travaille chez un artisan plombier et un soudeur qui va faire des phases industrielles de construction, enfin, comment est-ce que tu es arrivé? C'est-à-dire par exemple, un soudeur, alors à partir de quelles statistiques tu arrives à identifier un ouvrier de type artisanal ou de type industriel? C'est son métier ou son emploi? C'est ce qu'il fait. Donc son emploi. Ouais. Et c'est sa déclaration à lui, puisqu'on est dans le recensement. C'est pas la déclaration de son employeur. Comme ça pourrait être dans les DADS. Là, c'est vraiment... c'est une remarque importante. Il décrit son travail. Qu'est-ce que je fais? Alors, juste simplement pour conclure rapidement, une perspective, on a dans la littérature académique qui porte sur l'industrie et les territoires, on a un cadrage classique, de mon point de vue, à partir de cette catégorie de la base productive. En gros, l'économie d'un territoire, il y a deux grands secteurs, hein, la base productive et la base, et le secteur résidentiel, et puis il y a un multiplicateur entre les deux. Et donc, la base productive, c'est ce qui est moteur, c'est ce qui est important dans l'économie d'un territoire. Il me semble que, d'une certaine manière, à la fois, le positionnement de Grand Orly-Seine-Bièvre et cette ébauche de premier travail statistique, il nous conduit à une sorte d'autre cadrage de rapport entre industrie et territoire, où, en gros, qui nous amène à distinguer pas la base versus le résidentiel ou les nomades et les sédentaires, mais plutôt les activités qui portent sur la matière, les machines, les systèmes techniques, qu'elles soient de conception, de fabrication et de maintenance, et les autres. Qu'elles soient résidentielles ou productives au sens de l'économie du développement territorial. Donc on a une espèce d'autre segmentation de l'activité que celle classiquement utilisée par les théories de mon point de vue dominante sur le développement économique local. Et juste pour finir, et c'était un peu en filigrane dans le discours de Munia quand elle décrit ce qu'ils font à Grand Orly-Seine-Bièvre. Il me semble qu'il y a à cette ébauche une sorte de nouveau cadrage du rapport industrie-territoire. Il y a un peu deux raisons. Pourquoi est-ce que ces activités-là deviennent aujourd'hui importantes? Ça va être un peu la tarte à la crème, hein, mais moi je pense que c'est une vraie réalité. Il y a les enjeux. Il y a deux grands enjeux sociétaux aujourd'hui, c'est la transition écologique. Et la transition écologique, c'est quoi? C'est dématérialiser, donc c'est faire autrement avec la matière. C'est fabriquer autrement, c'est recycler et c'est entretenir.
Donc ça a à voir avec les machines, la matière, les systèmes techniques. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a le grand objectif d'inclusion sociale. Moi, j'ai été très frappé par le bouquin de Pierre-Noël Giraud sur l'homme inutile. Et il me semble que le fer, autour du fer, il y a des potentiels d'inclusion sociale. Mélin a beaucoup parlé de la question de l'emploi, trouver de l'emploi pour les gens qui habitent nos territoires, etc. Donc, il me semble que ce sont là deux raisons majeures, donc qui sont quelque part pas des raisons de développement économique au sens attirer des revenus, développer les exportations, augmenter la richesse monétaire. Il s'agit de deux objectifs qui sont davantage des objectifs sociétaux et qui expliquent pourquoi un territoire se positionne sur ce type d'activité. Merci à tous les deux pour vos exposés très complémentaires. On va maintenant prendre vos questions. Voilà, qui souhaite intervenir? Oui, monsieur. Vous vous présentez rapidement, monsieur. Patrick Desavis, je travaille pour les Îles Nouvelles. J'avais deux questions. Je voulais savoir, d'abord, où en était votre plan d'action? Est-ce qu'il avait été approuvé aujourd'hui par les services de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça concerne les compétences de l'EPT. Effectivement, vous les évoquiez tout à l'heure. Dans ces 60 actions, il y a certainement des actions qui relèvent de nouvelles compétences ou du mode d'adaptation des compétences, je dirais, administratives, on va dire, de l'EPT. Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces points? Ce qui concerne l'état d'avancement de notre plan d'action, en fait, maintenant, il se fait en lien avec la région, comme c'est la région maintenant qui pilote le dispositif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, on démarre en fin de compte la phase opérationnelle et de mise en œuvre. Il y a eu au démarrage une demande de la région de prioriser sur certains, sur 3-5 grandes actions. Dans le cadre il y a eu un premier bassin de lecture, ce qui a été fait, et d'où le fait qu'on a eu des financements quand même, il faut le dire, liés à la GPECT, où on a eu un financement de la région Île-de-France via l'appel à projet PRIC. Après, concernant l'état d'avancement, on avait une 60aine de fiches actions dans le protocole, donc ce qui est quand même un nombre significatif. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir les mettre toutes en œuvre, mais c'est vrai qu'on avance à notre rythme. Voilà, sur certains sujets, on y arrive beaucoup plus. On y est arrivé. Exemple sur la GPECT, en lien avec la Banque des Territoires sur le financement d'actions, enfin d'études. Là, au stade des études, on y arrive aussi. En effet, après, il y a d'autres sujets, il y a d'autres projets de fiches actions qui étaient portés vraiment par les entreprises. Et là, le problème auquel elles sont confrontées, c'est qu'il faut répondre à des appels à projets classiques. C'est la mobilisation du droit commun. Donc voilà. Donc, toutes n'ont pas, on n'a pas encore de réponse pour l'ensemble des 60 fiches actions, mais on y travaille. Et certains sujets, en effet, n'appelaient pas forcément de réponse immédiate ou de financement, mais sur certaines actions, c'était plus de pouvoir engager des réflexions avec les bons acteurs, les bons interlocuteurs, notamment sur la question du foncier. Après, vous me parlez des compétences. Oui, ce que je disais, c'est que tout à l'heure sur certains projets, enfin là c'était des projets propres portés par l'EPT, il y avait certains dispositifs qu'on souhaite mettre en œuvre, mais il est vrai qu'actuellement, au vu des compétences du territoire en matière de développement économique, on est un peu limité. Donc c'est pour ça que pour nous, le droit à l'expérimentation serait vraiment le levier nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ces actions. Mais sur ce sujet aussi, les choses avancent. On est en relation avec conseillère au niveau du cabinet du Premier ministre. Donc voilà, on avance progressivement, mais on avance. Vous pouvez préciser là-dessus, puis je crois qu'on a un inspecteur de l'académie, ce que vous arrivez à faire au niveau des compétences. Donc, comment vous identifiez les compétences nécessaires et comment vous arrivez à jouer sur l'offre?
C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à identifier les... Je suppose que cet exercice de GPECT, oui. c'est regarder de quelles compétences les Ah oui, d'accord, vous parlez des emplois. D'accord. Et quand on a regardé qu'elles vont avoir besoin, le problème c'est de coupler avec l'offre, que ce soit l'éducation nationale, les CFA, etc. Quels sont vous parlez d'expérimentation, je ne sais pas si c'est dans le domaine. Non, sur la GPECT, malheureusement, je suis pas la mieux placée pour y répondre parce que j'ai une collègue qui suit ce projet en direct. Mais en tout cas, là, l'enjeu de la GPECT, c'est de mettre autour de la salle l'ensemble des acteurs, aussi bien des acteurs de la formation, en effet, comme vous dites. Il y a les écoles, mais aussi Pôle emploi, aussi les entreprises, parce que voilà, on est en relation directe avec les entreprises qui nous font remonter leurs besoins. Certaines grandes entreprises ont elles aussi mis en place en interne des démarches de GPEC. Voilà, en l'occurrence. Donc, c'est de pouvoir un peu s'appuyer sur toutes les données existantes et de les agréger en fin de compte pour avoir une vision globale des besoins à l'échelle des territoires. Mais en fait, le territoire ne dispose pas de l'ensemble des données. C'est vraiment un travail partenarial qu'on engage avec l'ensemble de ces partenaires, acteurs institutionnels et entreprises. C'est vraiment... Si je peux me permettre de rajouter juste pour avoir regardé un petit peu cette question, il y a quelque chose qui me semble important dans la structuration. Je vais mener quelques enquêtes sur les politiques de l'emploi qui sont un peu désespérantes, mais néanmoins, à mon avis, il y a un événement assez important en Île-de-France, c'est la création des bassins d'emploi par la région, qui a eu un effet de structuration des systèmes d'acteurs à l'échelle justement de zones. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef l'animateur, on va dire, de ce travail-là, en tout cas, l'EPT a un rôle extrêmement important dans l'animation de ce nouveau collectif qui a émergé du fait de la création de ces bassins d'emploi par la région Île-de-France. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est piloté en effet par la région Île-de-France et aussi au niveau de l'État par la préfecture de la région. Donc c'est vraiment une instance où tous les acteurs en effet de l'emploi, les acteurs et développeurs du territoire sur le développement économique se réunissent pour pouvoir avoir une cohérence des actions, et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir cette instance de dialogue parce que tous les acteurs sont présents, et c'est vrai qu'en plus l'avantage à l'échelle du Grand Orly-Seine-Bielle, c'est que ce bassin d'emploi est à l'échelle du périmètre de l'EPT, ce qui des fois n'est pas forcément le cas sur d'autres bassins d'emploi où c'est le regroupement de différentes agglomérations, donc c'est vrai que nous en plus ça facilite les choses et le travail avec l'ensemble des acteurs. Alors juste un petit truc en plus. Une des conséquences de ça, c'est tout simple, c'est que Pôle emploi produit des chiffres à l'échelle du bassin d'emploi. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un truc très, très, très important. Et au niveau de l'action sur l'offre, vous avez les outils pour susciter des offres de compétences dans les filières où votre exercice montre qu'il y a un déficit de formation. Oui, alors là, par exemple, dans le cadre de territoire d'industrie, on avait une fiche action en lien avec Air France Industrie, développer une offre de formation, créer une nouvelle offre de formation à destination des métiers mécaniciens sur le secteur de l'aéronautique. Et donc c'est vrai que dans le cadre avec via le GPECT et notamment via le financement de la région de France, on va pouvoir mettre en place, construire en tout cas cette formation. Donc, voilà. Après, c'est pas l'EPT qui, c'est en lien avec les acteurs industriels qui ont des projets de développer une offre de formation pour répondre à leurs besoins. C'est sur les statistiques. En fait, j'ai bien vu la finesse de la décomposition et du croisement. Voilà. On peut mieux faire. Voilà. Quelque chose de plus grossier, mais qui peut donner une image sur l'attractivité ou, je dirais, le diagnostic. J'ai vu ça dans des grandes villes, etc. C'est de regarder. Alors on a la décomposition, emploi industriel, emploi dans les services. Mais si vous regardez dans les emplois des services, vous arrivez à décomposer, c'est pas toujours facile, les services aux entreprises, et que vous agglomérez les deux.
à ce moment-là, vous appellerez que certains territoires, il n'y a pas eu de désindustrialisation en termes de... Et ça, je l'ai vu sur Besançon, hein. C'est-à-dire que où il y avait eu la chute de l'horlogerie, etc. On a quand même regardé le territoire qui quand même a beaucoup perdu. Et quand on regarde l'agrégation des deux, non, il n'a rien perdu du tout. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent, pas pertinent. Peut-être Nadine pourra répondre à ça, parce que je pense qu'elle a mené un travail comme ça. Je pense que dans la catégorisation de Francrin et Giraud, enfin peut-être Thierry connaît peut-être ça mieux que moi, c'est des nomades, il y a de l'industrie, mais il n'y a pas que l'industrie. Voilà. Et Nadine a beaucoup travaillé aussi sur une vision élargie du secteur productif. Voilà. Donc peut-être oui, c'est ça, secteur productif en du sens élargi. Oui. Ouais. Je ne sais pas si Nadine, tu veux répondre. Oui, juste en 2 mots. Merci Gilles de passer à la parole. Nous avons travaillé sur la notion de base compétitive, c'est-à-dire un agrégat qui ajoute à l'industrie manufacturière les services aux entreprises, le commerce de gros et le transport de marchandises. Donc c'est une catégorie qu'on mobilise pour faire apparaître justement l'évolution de l'emploi industriel et des métiers ou des secteurs liés, notamment du fait de l'externalisation d'une partie des services. Néanmoins, on s'aperçoit que certains territoires perdent également ce type d'emploi, certainement par le biais des effets cumulatifs qui peuvent exister quand des entreprises manufacturières disparaissent, ferment derrière elles tous les services qui étaient liés, et de manière générale, quand on regarde au niveau des zones d'emploi, la carte de l'évolution des emplois industriels au sens strict et des emplois de la base compétitive, eh bien, sont finalement pas très très différentes. Alors les taux sont différents, mais les tendances globales ne sont pas si différentes que ça. Je veux juste ajouter une petite chose par rapport à la question qui a été posée par Monsieur Le Nouvelle. Dans le processus sur ces fiches actions, il n'y a pas de validation de l'État. L'État n'a pas vocation à retenir ou ne pas retenir ce qu'un territoire souhaite faire pour son développement économique. Il peut y avoir à l'échelle de la région animée par le conseil régional une priorisation et des préférences qui sont discutées, mais en tout cas, ni l'État ni les opérateurs ne sont là pour donner un aval à ce qui est fait. Les choses peuvent se concrétiser par un financement ou pas, mais il n'y a pas de validation du plan d'action tel que le territoire le pense. Ce qui lui a été demandé, c'est avec ce binôme industriel et élu local, c'est une expression des besoins de son territoire, et donc par définition, c'est forcément valable puisque c'est leur point de vue. Donc c'est important de souligner ça. C'est pas un programme qui a vocation à formater un développement industriel à l'échelle territoriale. C'est vraiment aux côtés de la politique publique nationale de soutien aux filières, une entrée territoriale qui est laissée à la main des EPCI, des intercos et des régions, avec un certain nombre d'opérateurs, dont l'État, qui apportent des moyens et qui flèchent des moyens spécifiquement sur ces projets. Oui, c'est vrai qu'il n'a jamais, enfin, lors de l'élaboration du plan d'action, il n'a jamais été imposé, il faut travailler sur cet axe, enfin, sur tel ou tel sujet. C'est vraiment, oui, la remontée des besoins des acteurs du territoire, voilà, qui fait qu'il y a eu cette diversité des actions qui sont remontées. Mais c'est vrai qu'il y a eu un travail au niveau territorial de faire connaître qu'il y avait ce dispositif qui était lancé, et que c'était une opportunité d'arriver à accélérer la sortie, la concrétisation de leur projet. C'est vrai que ça a été un choix, nous, au niveau de nos territoires, de vraiment communiquer sur ce dispositif. Je sais que d'autres territoires ont fait le choix de peut-être moins en parler pour qu'il y ait moins de frustration à la fin, parce que moins de réalisation et de financement à la clé. De fédérer les acteurs du territoire, justement, c'est-à-dire que bon, il y avait un activisme
je parle dans un sens très positif, de l'établissement public, est-ce que les acteurs étaient très demandeurs? Est-ce que c'était compliqué de les enrôler dans la démarche? C'est vrai que pour ça, on a eu de la chance, ça a été facile en fin de compte, parce que comme je veux dire, il y a eu le manifeste qui a été vraiment un outil déjà prêt qui a été construit quelques mois avant en fin de compte, et qui faisait qu'on avait déjà l'ensemble des acteurs autour de la table. Et après, c'est vrai que la structuration du pôle développement économique, où on a des chargés de relations entreprises qui sont au plus près des entreprises, aussi a facilité la remontée de projets. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de frein à ce niveau-là. La mobilisation a été un peu facilitée via les actions précédentes menées par le territoire. Et ce qui est aussi bien, c'est que c'est pas uniquement, je vais bien le préciser, uniquement les grosses entreprises en fin de compte. Il y a aussi bien des projets portés par des start-up, des TPE, des grappes d'entreprises, des écoles aussi. Donc voilà. Oui, vous parliez de la mise en place de garanties locatives à destination des investisseurs. Je veux savoir qui mettait en place ces garanties, qui étaient les investisseurs, et de manière générale, est-ce que vous arriviez finalement à mobiliser les acteurs financiers privés, d'autant plus que sur l'Île-de-France, on a quand même une concentration plus importante que sur le reste du territoire d'acteurs financiers qui potentiellement pourraient aussi participer à ce type de projet, ou alors c'est vraiment compliqué, parce que vous parliez quand même du problème du financement. Alors, la cible, c'est vraiment les investisseurs privés. Donc voilà. Et après, la question est de savoir qui contracte ce contrat en fait auprès de l'assureur. Il y a plusieurs réflexions. Notre réflexion du départ, c'était que ce soit la collectivité qui puisse souscrire cette assurance auprès d'un assureur privé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des blocages en termes de compétences, mais ces derniers pourraient être levés via la mise en place d'un droit à l'expérimentation, en fait, avoir un décret qui nous permette de, en dépit de ces contraintes, on va dire, réglementaires de mettre en place, même si aussi après vient aussi s'ajouter après la question des régimes des aides d'État, voilà, qui est une autre, qu'il faut aussi autre problème à lever, c'est possible, hein. Faut notifier en fait cette aide auprès de la Commission européenne. C'est un long chemin, mais c'est faisable. Et après, autre sujet, si le PT ne peut pas le mettre en place, un acteur privé pourrait potentiellement le mettre en place. On va dire le propriétaire du foncier pourrait aussi céder un foncier qui est assujetti à qui est lié à une garantie locative. Parce que voilà, il n'y a pas d'opposition à ce qu'un propriétaire foncier mette en place une garantie locative pour la sortie d'un produit immobilier. Alors, vous avez souligné l'importance de tout ce qui porte sur la transition écologique. Je voulais savoir si vous intégriez, ou comment vous intégriez un volet décarbonisation dans vos fiches actions. Et si oui, comment vous faites, comment vous mesurez cet impact. Et puis j'ai un deuxième point qui porte sur les possibilités de télétravail. Alors, est-ce que également ça fait partie de vos fiches actions et comment vous évaluez les possibilités de développer le télétravail dans les entreprises, au sein d'un territoire, enfin comment vous voyez les impacts possibles et les conditions de mise en place? Alors, concernant la première question sur la transition écologique, dans le cadre du plan d'action directeur d'industrie, on a une fiche action qui porte notamment sur la création d'une station hydrogène décarbonée. De station, pardon. Hydrogène, une station hydrogène décarbonée. Donc c'est vrai que c'est qui est porté par EDF et sa filiale Dynamics. Donc pour nous c'est une action qui concourt à tendre vers une logique, une stratégie un peu de développement décarboné. Et d'autres actions existent aussi, mais là sont plus portées dans le cadre du CTE.
du contrat de transition écologique. Donc voilà. Après, concernant votre deuxième question du télétravail, alors c'est vrai qu'il y a pas de fiche action qui porte sur la question du télétravail dans le cadre du territoire d'industrie, mais ces sujets-là sont traités en fait dans le cadre dans le pôle développement économique. Il y a une mission appui RH à destination des TPE, PME, et donc en fait tous lors de cette mission organisent, animent des ateliers à destination des entreprises. Et je sais, si je ne me trompe pas, qu'il y avait eu un sujet sur la question du télétravail, du management. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet propre qui a été porté dans le cadre de territoire d'industrie, mais c'est vrai que ça concourt à. Donc, bonjour. Beaucoup de territoires, notamment du fait de la hausse du prix du foncier, se portent acquéreurs et mènent eux-mêmes donc les constructions des bâtiments à vocation productive. Ça peut être par exemple un immeuble qui accueille des ateliers, etc. Vous, le Grand Tort d'Issenne-Bièvre, vous êtes passé justement par un autre outil qui est un peu l'incitation au privé. Et justement, je trouve ça assez intéressant et je voulais savoir pourquoi. Et surtout, est-ce que aussi en parallèle vous menez donc des actions de, je sais pas, dissociation du foncier et du bâti pour aussi pousser directement à l'implantation d'activités productives et non pas forcément passer par un mécanisme d'incitation. Voilà. Donc c'est vrai que là j'ai donné l'exemple de la garantie locative tout à l'heure. C'était un peu pour montrer l'exemple des montages un peu innovants et des sujets liés à l'expérimentation. Mais en parallèle, comme je disais, on essaye d'agir sur l'ensemble des leviers. Donc la garantie locative, c'est le levier investisseur. Mais sur le levier, on va dire, foncier, maîtrise des coûts, on est aussi en réflexion sur la création d'une structure de portage économique qui porterait des immobiliers productifs et notamment des rez-de-chaussée actifs au sein des différentes opérations de renouvellement urbain. Voilà, où c'est vraiment aussi un sujet important au sein des NPNRU. Et à titre d'exemple, voilà, sur un des projets NPNRU, plus exactement sur le NPNRU de Choisy, pour la sortie d'un immobilier productif, est envisagée dans le cadre des montages cette question du découplage foncier immobilier. Donc oui, on agit. En fait, on essaie vraiment d'actionner l'ensemble des outils possibles, parce qu'on sait qu'il faut agir sur différents leviers pour arriver in fine à atteindre notre objectif de sortir des locaux d'activité à coût modéré. C'est toujours ça l'enjeu en fait, c'est à coût modéré, parce que actuellement voilà, c'est des TPE, PME, elles peuvent pas se permettre de payer 200-250 euros du mètre carré un loyer. Il faut tendre plutôt vers les 130 euros. Donc on sait qu'il faut agir sur plusieurs leviers. Le coût du foncier, jouer sur l'investisseur pour qu'au niveau de sa rentabilité, il n'y a pas des charges, pour sécuriser son investissement, qu'il n'augmente pas ses taux de rentabilité à fond pour avoir in fine des loyers maîtrisés. Donc si on utilise l'ensemble de ces outils. Oui, j'ai une question sur le suivi des politiques que vous mettez en œuvre et de l'existence de critères d'évaluation qui vous permettraient de dire ce qui a marché, dans quelle mesure et pourquoi. Est-ce que en plus donc de l'abondant panel d'actions que vous avez décrites, vous avez aussi des critères qui vous permettent de les suivre pour renforcer certains ou en abandonner d'autres? On a fait le choix de ne pas abandonner de projet. Donc clairement, on essaiera de tous les mener à bien. Après, certains, peut-être on rencontrera des blocages et on n'arrivera pas à trouver de financement, mais
enfin, c'est pas au territoire d'acter, de dire à une entreprise qu'elle doit abandonner, enfin, son projet. Non, nous notre rôle, c'est de... Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Non, enfin pour l'instant sur l'outil de suivi, oui, on suit nos projets, on a un tableau de bord voilà qui montre un peu voilà avec nos états d'avancement. Après moi je sais que on avait eu, je sais qu'au niveau du CGET, on avait été interrogé pour savoir un peu où est-ce qu'on en était de l'avancement de nos fiches actions. Je sais que ça se fait, mais ce qu'on souhaite nous mettre en place, enfin, ça c'est quelque chose d'organisé dans l'année, c'est qu'on puisse avoir, voilà, un point d'échange d'instance avec l'ensemble des porteurs de projets qui ont déposé, qui ont une fiche action dans le cadre de notre plan, notre protocole d'accord, pour voilà montrer l'état d'avancement de nos sujets, et voilà, et montrer comment les choses avancent sur certains sujets et être aussi honnête sur les blocages qu'on peut rencontrer sur d'autres. Mais en effet, oui, il y a un suivi pour arriver à faire avancer l'ensemble de nos projets. Oui, ce territoire a deux singularités. Ma question allait sur la seconde, c'est d'avoir un aéroport, mais aussi d'avoir la Seine à côté. Alors je sais qu'il doit y avoir des écluses entre Orly et Paris, et dans quelle mesure vous utilisez la Seine par rapport à ce territoire. Alors, en effet, la Seine, c'est un axe de développement très important. Bon, après, malheureusement, je suis pas la mieux placée parce qu'on a vraiment une chef de mission Seine au sein du territoire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un moment des projets de bateaux de logistique pour qui utilisaient la Seine pour pouvoir transporter de la marchandise dans le cadre de la logistique, la problématique du dernier kilomètre. Il y a en effet de nombreux projets sur le CIN Triage, qui est vraiment un site emblématique en matière où on souhaite pouvoir favoriser la logistique durable. Cette question de l'intermodalité fer, route, fleuve est aussi en question. Donc on sait que c'est un axe de développement important et sur lequel il faudra s'appuyer pour les projets économiques. Non, mais même sur l'industrie, je veux dire, enfin, le refroidissement, j'en sais rien. Oui, en effet, oui. Après, j'ai pas la vision globale de l'ensemble de l'ensemble de ces éléments, mais en effet, le projet de station hydrogène qui est porté par EDF Dynamics a aussi pour objectif à terme de pouvoir être utilisé par les bateaux, d'où la proximité en fait de ce projet sur le secteur des Ardoines, donc à proximité où il y aura bientôt un port. Un port urbain qui va sortir. Je suis désolée, je réponds pas totalement à votre question, mais j'ai pas toutes les voilà. Est-ce que vous avez mesuré les impacts de la mondialisation sur votre territoire? Alors, j'ai noté que vous aviez de grandes entreprises comme Thales ou Air France, et évidemment, il y en a d'autres. Enfin bon, est-ce que la mondialisation a un effet positif ou négatif sur les emplois dans ce territoire, et est-ce que vous en tenez compte pour fabriquer votre GPECT? Alors, on a un observatoire économique là, qui existe, qui commence bien à se structurer. C'est vrai qu'on n'a pas encore des données agglomérées à l'échelle de l'EPT sur cette dimension de l'impact de la mondialisation sur l'emploi, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que au contraire, sur beaucoup d'entreprises, il y a vraiment des forts besoins en recrutement, il y a un fort développement de l'emploi. Par exemple, hier, je le disais, il y avait la signature par Renault Sport et l'usine de Renault a choisi du manifeste. Et ce que nous disait
Renault Sport, c'est que voilà, ils sont en constant besoin en recrutement et que que leur nombre d'emplois croît au fil des années. Donc, en effet, il y a toujours un taux de chômage significatif, mais il y a de la création d'emplois sur le territoire et même au contraire, je dirais qu'on a une problématique où certaines entreprises, voilà, ont des offres d'emploi mais n'arrivent pas à trouver les bons candidats du fait de profils voilà qui n'ont pas les compétences actuellement pour pouvoir y répondre. Donc c'est vrai que d'où le fait que les entreprises souhaitent pouvoir développer leur propre centre de formation, j'allais dire, développer leur propre formation pour pouvoir répondre à leurs besoins. Dans les fiches actions, dans les actions que vous avez engagées, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les liens avec la formation initiale, justement, et en fait la façon dont les jeunes qui sont fabriqués professionnellement par le système scolaire viennent s'inscrire dans votre politique territoriale? Alors, on n'a pas vraiment de formation spécifique sur la formation la formation initiale. On a des projets portés par des entreprises, par des écoles de plateformes technologiques. Je pense à l'IUT Cachan. Des formations spécifiques, mais en effet portées par... on a des formations portées par le CFI sur tout ce qui est matériel roulant. Mais c'est vrai que voilà, ça pour l'instant, il y a ça. Et après, ça ne veut pas dire qu'en dehors du plan d'action territoire d'industrie, il n'y a pas des choses qui sont en train de s'organiser avec les différents... les écoles, le secteur de l'enseignement, mais c'est vrai que j'ai pas cette vision, à mon niveau, j'ai pas cette vision globale. On a vraiment, en fait, au niveau de l'EPT, un secteur lié à l'emploi, la formation, l'insertion, qui suit et qui aurait pu vous donner vraiment la vision exhaustive de l'ensemble des actions et des démarches qui sont en cours. C'est vrai que là, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je m'abstiens. Ça, c'est un travail que je suis en train de faire. J'essaye il me semble que pour répondre à cette question-là, il y a une typologie qu'on trouve dans l'excellent ouvrage de Pierre-Emmanuel Giraud et Thierry Bell qui s'appelle L'industrie des croche-tels. Une typologie c'est Pierre Noël. Non, c'est McKinsey. Ah oui. Donc, typologie de McKinsey qui a été créée dans les milieux des années 2000 et que je trouve assez intéressante, qui distingue les différents secteurs industriels selon qu'ils sont hyper innovants, super exposés, moyennement exposés ou régionalisés. C'est-à-dire qu'il y a des industries qui ne sont pas immédiatement worldwide, globalisées. L'assainissement, les déchets, etc. Et en fait, c'est cette industrie-là. Bon, enfin voilà, je suis pas allé au bout de cette investigation-là, statistique, mais c'est cette industrie-là qui est plutôt surreprésentée dans le territoire. Donc voilà, sachant que vous avez vu les chiffres, l'industrie en tant que telle ne représente pas mais bon voilà, c'est une réponse. Par ailleurs, on se rend compte aussi que dans ce territoire, il y a énormément de sièges sociaux. Enfin énormément. Il y a beaucoup de sièges sociaux, c'est-à-dire que de centres de décision, d'activités qui rayonnent et qui sont pas, qui mériteraient d'être mieux identifiés. Donc ça, ça peut être une autre réponse un peu à quelle est l'activité quelque part qui rayonne au-delà du territoire. Alors ça répond un peu à la question sur la mondialisation, mais peut-être pas. Bonjour, donc je suis Emmanuel Bachol, je travaille à la Chambre de commerce de l'Île-de-France. Donc on a dans les chambres de commerce, on a une activité ancienne d'études et d'observation des territoires. Et je voudrais rebondir sur la question des statistiques et de la différence entre industrie et services.
Donc c'est intéressant ce que vous disiez sur le changement de focale par rapport aux statistiques et de pas le fait que la nomenclature NAF ne reflète pas forcément la réalité. Donc moi j'ai pu observer par exemple qu'il y avait un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois vous avez effectivement des codes NAF dans les services qui sont liés à l'industrie, comme le code NAF recherche et développement ou le code NAF études d'ingénierie. Ou le code NAF activité d'inspection technique, qui sont classés dans les services. Et parfois, vous avez des établissements industriels qui, parce qu'elles sont l'établissement, parce qu'il faut savoir que chaque entreprise et chaque établissement d'une entreprise déclare un code APE, activité principale exercée, qui correspond au code NAF et qui ensuite permet à l'INSEE de classer les effectifs de salariés. Donc, on appelle l'APET quand c'est le code de l'établissement. Parfois, vous avez par exemple un établissement de recherche et développement d'un grand groupe, comme Thales ou EDF ou autre, qui va avoir son code APE d'établissement en recherche et développement. Du coup, ces salariés pourraient être classés dans les services et pas dans l'industrie. Donc voilà, ça peut être aussi des entreprises en création qui, parce qu'elles sont des entreprises innovantes qui vont avoir une innovation de nature industrielle, mais qui, au début de leur vie, vont déclarer un code APE de type R&D ou études d'ingénierie, et qui lorsqu'elles vont évoluer et devenir une entreprise industrielle parce qu'elles vont industrialiser leur innovation, elles ne vont pas forcément faire la démarche qui est pas obligatoire de changer leur code APE. Donc elles pourraient continuer à être classées dans les services. Donc il y a aussi un biais par rapport à la statistique de l'INSEE, peut-être une question à poser à l'INSEE, mais je pense notamment à Air France Industrie ou à Thales. J'aimerais savoir dans quoi elles sont classées en termes de... En tout cas, Air France Industrie, l'exemple est génial parce que, en gros, ils réparent des avions, ils font la même maintenance d'objets très compliqués, et Air France a décidé de ne pas filialiser cette activité-là. Donc, ils se retrouvent dans l'ensemble Air France, qui est un opérateur. Donc, ils se trouvent dans les services en fait. C'est totalement invisible si on regarde, si on prend le code NAF, ce qu'ils ont décidé pour des raisons managérial, gestionnaire, de ne pas filialiser cette activité. Donc, ils sont plus de 1 millier, je crois, c'est ça, hein? Nadine n'est pas d'accord, je crois. Non? Non, c'est le code de l'établissement, pas celui de l'entreprise. Et donc, Air France, typiquement, c'est un groupe qui va avoir plusieurs filiales, mais même si c'est pas une filiale, l'établissement peut avoir un code différent de son unité légale de rattachement. Donc, a priori, comme chaque établissement est autonome, le site peut être repéré. Là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas parce que là, à Orly, il y a Air France, il y a un établissement Air France, et il y a des casernements avec des mecs qui réparent des avions. Mais Air France à Orly, c'est pas de l'industrie. C'est pas le code d'industrie. On a regardé. Et il y a qu'un seul établissement Air France sur Orly? D'accord. Oui, c'est pas, ça, on avait bien regardé. Oui, ça c'est pas, truc qui c'est pas un code NAF industrie. Voilà. C'est pour ça que aussi, je pense que en effet, il y a vraiment un travail à mener avec l'INSEE, voilà, sur cette définition. Et donc c'est vrai que pour nous, peut-être qu'en passant via la fabrique de l'industrie, ça pourrait être un bon relais pour pouvoir avoir un échange, un dialogue avec l'INSEE pour partager un peu ce travail qu'on a mené avec Gilles Crac pour avoir changé un peu nos lunettes. Et avoir une vision un peu plus vraie de ce que représente l'industrie et les activités industrielles, et les activités productives sur nos territoires. Ça, c'est un vaste chantier, mais je pense qu'à un moment, ça deviendra indispensable. Enfin, on a un dialogue très fructueux avec l'INSEE, avec Eurostat, puisque dans une des toutes dernières notes de la Fabrique, on montre que l'investissement immatériel des entreprises françaises est surestimé de la bagatelle de 6 milliards d'euros à cause de problèmes comme ceux que vous avez cités, de conventions, de qu'est-ce qu'on mobilise, de qu'est-ce qu'on compte comme dépenses informatiques, etc. Donc, votre témoignage de terrain sur les difficultés que ce soit pour la Chambre de commerce, que ce soit pour l'INSEE, que ce soit pour les acteurs locaux, de bien pister ce qui est quoi,
outre l'obsolescence des nomenclatures et l'intérêt qu'il y a ou pas à distinguer les industries des services liés à l'industrie ou portés à l'industrie, montre bien la complexité du débat. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour ces interventions. Je pense que c'est vraiment très utile d'avoir un témoignage de terrain sur le territoire d'industrie. Bon, d'accord, mais ça veut dire quoi pour les gens qui le font? Donc, c'était, peut-être vous voulez dire un mot de conclusion, d'ailleurs, Julie et Gilles. En tout cas, merci beaucoup et merci à vous. Donc... Merci.